Ma famille m'a humiliée car j'étais trop pauvre pour la fête de fiançailles de ma sœur. J'ai donc retiré les 10 000 € que j'avais donnés. Ce qui est arrivé à sa fête de rêve les a laissés sans voix et âge à tout détruit. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans, et ma vie se déroule au rythme doux et parfois gris de Lille. Certains rêvent de la frénésie parisienne, des lumières de la Tour Eiffel et du bruit incessant des grands boulevards. Moi, mon luxe, c'est le silence de l'aube, quand je quitte mon petit appartement du Vieux-Lille, un thermos de café à la main, pour me perdre dans les allées de la braderie ou d'un vide-grenier perdu dans la campagne flamande. Mon métier, si on peut l'appeler ainsi, est une chasse au trésor perpétuel. Je suis ce que l'on appelle une chineuse, une restauratrice d'objets et de vêtements oubliés. Je passe mes journées les mains dans la poussière, le nez humant l'odeur si particulière du vieux papier, du bois ciré et de la naphtaline. Pour ma famille, je bricole. Pour mes amis, je suis une artiste un peu bohème. Pour moi, je suis une archéologue du quotidien, je redonne vie aux histoires endormies. Mon atelier est mon royaume. C'est un chaos organisé de meubles à moitié poncés, de pots de peinture, de rouleaux de tissu et de mannequins vêtus de robes des années 50. C'est ici que je trouve une paix que je ne saurais décrire. Le monde extérieur, avec ses exigences et ses jugements, s'efface dès que je franchis le seuil. Il n'y a plus que le dialogue silencieux entre moi et l'objet que je travaille. C'est un travail de patience, de méticulosité. Redonner son lustre à une commode Louis XV abîmée, réparer la dentelle délicate d'une robe de mariée jaunie par le temps, chaque pièce est une promesse. Ce matin-là, justement, je mettais la dernière touche à une petite commode en marqueterie. La porte de l'atelier s'est ouverte pour laisser entrer Madame Dubois, une de mes clientes les plus fidèles. C'est une femme d'une 60aine d'années, toujours d'une élégance impeccable, qui vit dans une magnifique maison de maître à croix. Elle est le genre de personne que ma mère adorerait fréquenter. Amélie, ma chère, c'est une pure merveille, a-t-elle dit en caressant le bois poli du meuble. Vous avez des doigts de fée. Vous ne vous contentez pas de restaurer, vous redonnez une âme. Je lui ai souri, un peu gênée par le compliment. J'essaie juste de respecter leur histoire, Madame Dubois. C'est bien plus que cela, a-t-elle insisté en me tendant un chèque. Vous avez un flair, un œil que beaucoup d'antiquaires parisiens vous envieraient. Ne laissez jamais personne vous dire que ce que vous faites est anodin. Ces mots ont résonné en moi bien après son départ. Elle me voyait comme une professionnelle, une artiste. C'était un contraste saisissant avec le regard de ma propre famille. Car voici mon secret, celui que même mes parents ignorent. Ma petite activité de bricolage n'est pas si petite que ça. Une fois la porte de l'atelier fermée, je deviens une autre femme. Je photographie mes trouvailles sous leurs meilleurs jours et je les mets en ligne sur une boutique que j'ai créée il y a 4 ans. Et ma clientèle n'est pas seulement locale. Je vends à des décorateurs à New York, des collectionneurs à Tokyo, des passionnés de mode à Stockholm. Le sac à main en crocodile que j'ai déniché pour 50 € dans une foire de village est parti pour 2000 € en Californie. Le fauteuil design scandinave, abandonné sur un trottoir, a trouvé sa place dans un loft à Copenhague pour le triple. Après le départ de Madame Dubois, je me suis assise à mon bureau et j'ai consulté mon compte en banque professionnelle. Le solde affichait un nombre à 6 chiffres. De quoi acheter un bel appartement, voyager, ne plus jamais m'inquiéter. Mais je vis simplement. Je garde ce succès pour moi, non pas par honte, mais pour protéger ma tranquillité. J'aime ma vie telle qu'elle est. J'aime l'idée que le monde me perçoive comme cette fille un peu bohème qui vit de sa passion, sans se douter de la femme d'affaires avisée qui se cache derrière. Ce secret est ma forteresse. Une forteresse qui, je le sentais sans savoir pourquoi, allait bientôt être mise à l'épreuve. Le contraste avec ma sœur, Chloé, ne pourrait être plus grand. Elle, c'est la star de la famille, la réussite parisienne incarnée. Attachée de presse dans une grande maison de luxe, appartement dans le 16e, un compte Instagram qui est une vitrine de perfection glacée. Nos deux mondes sont à des années-lumière l'un de l'autre. Et l'univers, parfois, a une façon bien cruelle de faire entrer les mondes en collision.
La collision s'est produite un mardi soir. J'étais dans mon atelier, les mains couvertes de cire, l'odeur de térébenthine flottant dans l'air, quand mon téléphone a sonné. C'était mon père. Son nom sur l'écran a provoqué en moi une petite pointe d'anxiété. Mon père n'appelle jamais pour prendre des nouvelles. Ses appels sont toujours des préludes à une demande. Amélie, ma chérie. Comment vas-tu? Son ton était inhabituellement enjoué, presque mielleux. Mon instinct s'est immédiatement mis en alerte. Ça va, papa? Et toi? Tout va bien? Merveilleusement bien. J'ai une nouvelle fantastique à t'annoncer. Ta sœur, Chloé, va se marier. Il a prononcé ces mots comme s'il venait de gagner au loto. Je n'étais pas surprise. Chloé sortait avec Antoine depuis 2 ans. Antoine de Valois. Un nom à particules, une famille de la haute bourgeoisie parisienne, le genre de pédigré qui faisait briller les yeux de mes parents. C'est super, ai-je répondu, en essayant de paraître enthousiaste. Tu la féliciteras de ma part. Bien sûr, bien sûr. Écoute, c'est justement à ce propos que je t'appelle. Ils organisent une réception de fiançailles. Quelque chose de très chic, tu comprends. Dans un château près de Paris, le château de Villette. La famille d'Antoine est très importante. Des gens bien, très influents. Il faisait une pause après chaque adjectif, comme pour s'assurer que je mesurais bien le poids de l'événement. Je sentais la demande arriver, comme on sent l'orage avant qu'il n'éclate. Et donc, la tradition veut que la famille de la mariée participe, tu sais comment c'est. On veut que tout soit parfait. Chloé a le souci du détail, et pour vraiment, vraiment impressionner les de Valois, il y a un élément qui ferait toute la différence. Je suis restée silencieuse, le laissant dérouler son argumentaire. Le traiteur, a-t-il lâché? Ils ont la possibilité d'avoir un chef étoilé. C'est un budget conséquent, mais imagine les faits. Ce serait un message fort. Le seul souci, c'est que, avec les autres frais, nous sommes un peu courts. Le silence qui a suivi était lourd de sous-entendus. Papa, où veux-tu en venir, ai-je demandé, déjà lasse. Eh bien, on s'est dit, ta mère et moi, que tu pourrais peut-être nous aider. Faire un geste pour ta sœur. Pour son bonheur, pour son avenir. Une petite contribution. Petite, comment? Il a hésité une seconde. 10 000 euros. La somme m'a coupé le souffle. 10 000 euros. Ce n'était pas une petite contribution, c'était une somme colossale. Mon premier réflexe a été de refuser. C'était leur monde, leur obsession pour les apparences, pas la mienne. Mais une autre pensée s'est immiscée dans mon esprit. Les mots de Madame Dubois sur l'investissement dans l'image. Ironiquement, j'allais peut-être appliquer cette logique à ma propre famille. Et puis, il y avait Chloé. Ma sœur. Malgré nos différences, malgré la distance, un lien subsistait. Je me suis souvenu d'elle, enfant, organisant des fêtes d'anniversaire parfaites pour ses poupées. Ce besoin de perfection, cette quête de reconnaissance, c'était toute sa vie. Et si cet argent pouvait vraiment lui offrir ce moment de bonheur parfait qu'elle désirait tant? Mes affaires marchaient incroyablement bien. Je pouvais me le permettre. C'était peut-être une façon de lui montrer que je tenais à elle, à ma manière. D'accord, papa, ai-je soupiré, en repoussant la petite voix dans ma tête qui me hurlait que c'était une erreur. Je vais le faire. Le soulagement dans sa voix était presque palpable. Oh, Amélie, c'est formidable. Tu es une fille merveilleuse. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Le lendemain matin, avant même de commencer à travailler, j'ai fait le virement. Sur le compte de l'organisateur d'événements, comme mon père me l'avait indiqué. Dans la référence du virement, j'ai tapé soigneusement, de la part d'Amélie, pour le traiteur de Chloé. C'était un geste anodin, une simple précision. Je ne savais pas encore que cette petite phrase serait mon unique bouclier dans la tempête qui s'annonçait. J'ai envoyé un court message à Chloé, félicitations pour tes fiançailles. Très heureuse pour toi. J'ai hâte de fêter ça. Elle n'a jamais répondu. Les jours se sont transformés en semaines. Le silence de Chloé après mon message de félicitations et le virement de 10 000 euros était déjà étrange, mais je l'avais mis sur le compte du stress des préparatifs. Une future mariée,
surtout une aussi obsédée par la perfection que ma sœur, devait être débordée. Mais alors que la date approchait, le silence est devenu un mur de glace. J'essayais d'obtenir des informations pratiques, des détails qui semblaient pourtant essentiels. Salut Chloé, j'espère que tu n'es pas trop sous l'eau. Juste pour savoir, tu as une idée du code vestimentaire pour la fête? Pour que je ne fasse pas tâche, avais-je écrit, avec une pointe d'ironie que j'étais seule à percevoir. Sa réponse, arrivée des heures plus tard, pas encore définie. Je te dirai. Une semaine plus tard, j'ai réessayé. Coucou, je commence à regarder les trains pour Paris. La fête, c'est bien le samedi soir? Je dois réserver un hôtel où je peux dormir chez les parents? La réponse, encore plus laconique, on finalise les derniers détails. Attends un peu. Chaque message de ma part était une main tendue, chaque réponse de la sienne était une porte qui se fermait. Je commençais à ressentir ce malaise familier, cette sensation d'être une pièce rapportée, une anomalie dans l'équation parfaite de leur vie. Même ma mère, lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires, devenait une experte de l'esquive. Alors, ces préparatifs avancent, demandai-je. Oh, tu sais, c'est ta sœur qui gère tout. Elle est incroyable, elle a un talent fou pour l'organisation. D'ailleurs, tu as vu le temps qu'il fait en ce moment? On a eu un soleil magnifique hier. Le sujet était balayé avec une rapidité déconcertante. C'était comme si un mot d'ordre avait été passé, ne pas parler de la fête à Amélie. Le coup de grâce est venu de ma cousine Sophie. Sophie est la seule de la famille avec qui j'ai gardé un lien authentique. Elle vit à Paris, travaille dans l'édition, et elle a toujours eu un regard lucide et un peu moqueur sur les ambitions de notre famille. Elle m'a appelé un après-midi, sa voix pétillante d'enthousiasme. Amélie, tu ne devineras jamais ce que j'ai reçu ce matin. Le faire-part de Chloé. Mon Dieu, c'est d'un chic. Du papier gaufré, un ruban de soie, c'est magnifique. Le château de Villette, ça va être grandiose. La date est fixée, c'est dans 3 semaines. Un silence a suivi ces paroles. Elle a dû sentir mon malaise à travers le téléphone. Amélie? Tu l'as reçu, n'est-ce pas? Non, ai-je répondu, ma voix soudainement rauque. Pas encore. Ça doit être en chemin, mais je savais que c'était un mensonge. Après cet appel, j'ai commencé à vérifier ma boîte aux lettres avec une anxiété fébrile. Chaque jour, l'absence du carton d'invitation couleur crème était une nouvelle gifle. Ce n'était plus un oubli. C'était une décision. Sophie m'a rappelé quelques jours plus tard, sa voix plus grave cette fois. Écoute, Amélie, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais c'est bizarre. J'ai déjeuné avec tante Isabelle hier. Tu sais comment elle est, elle adore les ragots. Elle parlait de la liste des invités, et elle n'avait pas l'air de savoir que tu venais. Elle a même dit un truc du genre, c'est peut-être mieux, vu son style de vie. J'ai trouvé ça odieux. J'espère vraiment que Chloé ne fait pas de bêtises. Les mots de Sophie ont confirmé mes pires craintes. Ce n'était pas juste Chloé. C'était un consensus familial. Mon style de vie. Ma vie à Lille, mon atelier, mon travail jugé indigne de figurer aux côtés du non prestigieux des Devalois. N'y tenant plus, j'ai envoyé un dernier message à Chloé. Pas de reproches, pas de colère. Juste une question simple, directe. Salut Chloé. Juste pour être sûre. Est-ce que je suis invitée à ta fête de fiançailles? La réponse a mis 3 heures à arriver. 3 heures pendant lesquelles j'ai fixé mon téléphone, le cœur battant. Puis les mots sont apparus sur l'écran. Froid, net, sans appel. Écoute, je pense que c'est mieux si tu ne viens pas. J'ai lu le message. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Les mots ne changeaient pas, c'est mieux si tu ne viens pas, chaque lettre était un petit éclat de verre planté dans ma poitrine. Il n'y avait pas d'explication, pas de « désolé », pas de « c'est compliqué ». Juste un verdict, rendu sans procès. Ma première réaction a été une vague de chagrin si intense qu'elle m'a physiquement pliée en deux. J'étais donc ça? Une honte. Une sœur à cacher. L'argent, mon argent, était assez bon pour financer leur spectacle, mais ma présence, elle, était indésirable.
J'ai passé la nuit à regarder le plafond de ma chambre, les larmes silencieuses traçant des chemins froids sur mes joues. Mais au lever du jour, le chagrin avait commencé à se cristalliser. Il se transformait en autre chose. Une colère froide, lucide. Une résolution. Je ne pouvais pas laisser les choses se terminer sur ce message humiliant. Je ne voulais pas d'une confrontation par téléphone, où les mots se perdent et les cris ne servent à rien. Je devais comprendre. Je devais entendre la vérité de sa propre bouche. Le vendredi suivant, j'ai pris le premier train pour Paris. J'ai envoyé un message à Sophie pour lui dire que j'arrivais, prétextant une envie soudaine de shopping pour ne pas l'inquiéter. Elle m'a proposé de m'héberger. Je savais que Chloé passait souvent le week-end chez mes parents avant le grand événement. C'est là que je suis allée. Je suis arrivée devant l'immeuble haussmannien du 17e arrondissement en fin d'après-midi. J'avais la clé. Je suis montée sans faire de bruit. En approchant de la porte de l'appartement, j'ai entendu des éclats de voix. La voix de Chloé. Elle était au téléphone. La porte du salon était entr'ouverte. Poussée par une force que je ne contrôlais pas, je me suis approchée, retenant mon souffle. Elle parlait à une amie, probablement une de ses demoiselles d'honneur. Son ton était léger, moqueur. Non mais sérieusement, tu imagines la scène ? Ma sœur Amélie qui débarque au château ? Avec ses fripes et son odeur de naphtaline ? Devant toute la famille d'Antoine ? Mon Dieu, la honte. Elle a fait une pause, et j'ai entendu le rire de son interlocutrice à travers le combiné. Ils sont tellement, à cheval sur les codes, tu ne peux pas savoir. Le moindre faux pas est remarqué. Alors elle, avec ses histoires de brocante et ses mains jamais vraiment propres. Ce n'est juste pas possible. Elle ferait complètement tache. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Chaque mot était un coup de poignard. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? A demandé l'ami. Oh, j'ai géré, a répondu Chloé avec une suffisance insupportable. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que c'était mieux qu'elle ne vienne pas. C'est plus simple. C'est ma sœur, mais bon, il y a des moments où il faut savoir protéger son image. Elle est restée bloquée en province, la pauvre, elle ne peut pas comprendre ces choses-là. Elle fait honte à la famille, c'est triste à dire mais c'est la vérité. Je suis restée pétrifiée dans le couloir, la main sur la bouche pour étouffer un cri. C'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Le mépris. La condescendance. La cruauté désinvolte. Elle ne me voyait pas comme sa sœur, mais comme un problème à gérer, une tâche à effacer de son tableau parfait. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas fait de scandale. À quoi bon ? La vérité était là, nue et brutale. Toute confrontation n'aurait été qu'une scène pathétique. Lentement, sans un bruit, j'ai reculé. J'ai descendu les escaliers, suis sorti de l'immeuble et j'ai marché, sans but, dans les rues de Paris. La ville qui semblait si belle une heure auparavant m'apparaissait maintenant comme un décor de carton-pâte, faux et hostile. Dans le train qui me ramenait à Lille ce soir-là, je ne pleurais plus. Le chagrin avait laissé place à une détermination de glace. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé la confirmation du virement de 10 000 euros. De la part d'Amélie, pour le traiteur de Chloé. Mon argent était le bienvenu. Ma personne était une honte. Très bien. S'ils ne voulaient pas de moi à leur fête, alors ils n'auraient pas ma contribution pour la financer. La décision était prise. Froide. Nette. Irrévocable. Le lundi matin, l'air de mon atelier n'avait plus la même odeur de paix et de créativité. Il était chargé d'une énergie nouvelle, une énergie froide et précise. J'ai repoussé la restauration d'un secrétaire en cours et je me suis assise à mon bureau. Ce n'était plus le moment de travailler avec mes mains, mais avec ma tête. J'ai retrouvé l'email de mon père contenant les coordonnées de la société d'événementiel qui gérait la réception au château. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro. Ma voix, quand j'ai parlé, était calme, posée, presque méconnaissable. C'était la voix que j'utilisais pour négocier avec des fournisseurs ou des clients importants, une voix inspirée par l'assurance tranquille de Madame Dubois. Bonjour, je vous appelle concernant la réception de fiançailles de Mademoiselle Chloé Martin et Monsieur Antoine de Valois, prévue dans 2 semaines. Mon nom est Amélie Martin. La femme à l'autre bout du fil,
une certaine Madame Leclerc, a confirmé les informations. Oui, bonjour Madame Martin. En quoi puis-je vous aider? Je vous contacte au sujet du paiement pour le service de traiteur. J'ai effectué un virement de 10 000 € sur votre compte la semaine dernière. En effet, nous avons bien reçu votre paiement. Tout est en ordre. Parfait. Je dois vous informer que ce paiement constituait un cadeau de ma part à la future mariée, un cadeau qui était conditionnel à ma propre invitation à l'événement. Or, cette invitation m'a été formellement révoquée par ma sœur. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. J'ai continué, sans lui laisser le temps de répondre. Par conséquent, le cadeau étant de fait refusé, je demande l'annulation de cette prestation et le remboursement intégral de la somme sur le compte d'origine. Madame Leclerc a semblé décontenancée. Mais, Madame, notre politique d'annulation est très stricte. Les acomptes pour des prestataires de ce calibre ne sont généralement pas remboursables à ce stade. J'avais anticipé cette réponse. Je comprends votre politique, Madame Leclerc. Cependant, il ne s'agit pas d'une annulation classique. Il s'agit d'un don révoqué. Le virement, comme vous pourrez le vérifier, était spécifiquement libellé, de la part d'Amélie, pour le traiteur. Sans ce paiement, qui est maintenant annulé, vous ne pouvez plus garantir la prestation de ce traiteur spécifique. Et j'ai pris la liberté de consulter les conditions de location de votre établissement en ligne. La réservation du salon d'honneur du château était, je cite, conditionnelle à la confirmation des services du chef étoilé partenaire. L'un ne va pas sans l'autre. Le silence s'est fait plus long. Je l'entendais taper sur son clavier. Je vous demande de patienter un instant, je dois en parler à mon directeur. J'ai attendu, le cœur battant, mais mon visage est resté impassible. 5 longues minutes plus tard, elle est revenue en ligne. Son ton avait changé. Il était plus sec, moins commercial. Madame Martin. Après discussion, et compte tenu des circonstances exceptionnelles que vous décrivez, nous allons procéder au remboursement. Cela implique, comme vous l'avez souligné, l'annulation de la prestation du traiteur, par conséquent, l'annulation de la réservation du château pour la date concernée. C'est parfait, ai-je répondu d'une voix neutre. Je vous remercie. J'ai raccroché. Je n'ai ressenti ni joie, ni triomphe. Juste le sentiment glacial d'avoir posé un acte nécessaire. Le remboursement est apparu sur mon compte 48 heures plus tard. Voir cette somme revenir était étrangement vide de sens. L'argent n'avait jamais été le problème. Le problème était le mépris. Avant de couper les ponts, j'ai fait une dernière chose. J'ai envoyé un court message à ma cousine Sophie. Je lui devais bien ça. Salut cousine. Juste pour te prévenir, les choses risquent d'être un peu tendues avec la famille dans les jours à venir. J'ai eu une grosse déception. Je prends quelques jours pour moi sur la côte pour respirer. Ne t'inquiète pas. On se parle à mon retour. Bisous. C'était une façon de la protéger, de lui faire savoir que mon silence à venir était volontaire et non le signe d'un drame. Puis, j'ai éteint mon téléphone. J'ai fait un petit sac, fermé l'atelier à double tour, et j'ai pris la route. Direction la côte normande. Étretat. Ses falaises blanches, son air iodé, sa beauté brute et indifférente aux petits drames humains. J'avais besoin de ce silence, de cette immensité. J'étais la maîtresse de mon silence, et j'allais laisser leur chaos se déchaîner loin de moi. Pendant 5 jours, Étretat a été mon sanctuaire. J'ai marché des heures le long des falaises, le vent salé fouettant mon visage, emportant avec lui les résidus de colère et de chagrin. J'ai regardé les vagues s'écraser inlassablement contre les galets, un spectacle d'une puissance brute qui remettait mes propres tourments à leur juste place, celle d'une minuscule agitation dans l'immensité du monde. J'ai dormi, j'ai lu, j'ai dessiné dans un carnet. J'ai mangé des moules frites dans des petits bistrots face au port. J'ai respiré. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vraiment respiré. Mon téléphone est resté éteint, un petit rectangle de plastique inerte au fond de mon sac. Le 6e jour, 2 jours avant la date où la fête aurait dû avoir lieu, j'ai senti que j'étais prête. Prête à affronter les conséquences. Assise sur un banc face à la mer, j'ai rallumé mon téléphone. L'appareil a semblé suffoquer.
Il a vibré sans discontinuer pendant près d'une minute, une avalanche de notifications s'affichant sur l'écran. 43 appels en absence. 78 messages non lus. Des dizaines de notifications de messagerie vocale. Mon père, ma mère, Chloé. En boucle. Leurs noms clignotaient sur l'écran comme les gyrophares d'une ambulance après un accident. J'ai pris une grande inspiration d'air marin et j'ai commencé à écouter les messages vocaux, dans l'ordre chronologique. C'était comme écouter la bande-son d'un naufrage en temps réel. Le premier message était de Chloé, datant de 3 jours. Sa voix était aiguë, paniquée. Amélie ? C'est Chloé. Rappelle-moi d'urgence. Le traiteur a appelé. Ils disent que le paiement a été remboursé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait ? La fête est dans 4 jours. Rappelle-moi, c'est une catastrophe. Le deuxième, 1 heure plus tard, de mon père. Le ton était déjà monté d'un cran. Fureur contenue. Amélie, c'est ton père. Chloé vient de m'appeler, elle est en larmes. Le château a annulé la réservation. Ils disent que c'est lié au traiteur. J'exige que tu me rappelles immédiatement et que tu m'expliques ce comportement inacceptable. Où es-tu ? Puis un message de ma mère, tout en plainte et en culpabilisation. Ma chérie, c'est maman. Je t'en prie, rappelle-nous. Ta sœur est inconsolable. On ne peut pas faire ça à la famille de Valois. Pense à l'image que nous donnons. Tu dois arranger ça, Amélie. C'est ta famille. Ensuite, une nouvelle salve de Chloé, sa voix se brisant, passant de la panique au désespoir. Amélie, s'il te plaît. Je t'en supplie, rappelle-moi. On a tout perdu. Le lieu, le traiteur. Tout est complet à Paris. On ne trouve rien. S'il te plaît, ne sois pas mesquine comme ça. On trouvera une solution, je te promets. Rappelle-moi, je t'en supplie. Les messages suivants devenaient de plus en plus agressifs. Mon père, hurlant presque, tu es en train de saboter le mariage de ta sœur. C'est de la jalousie pure et simple. Tu as toujours été jalouse d'elle. Ma mère, de nouveau, tous nos amis, toute la famille d'Antoine vont être là. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Tu nous couvres de honte. J'ai écouté chaque message, jusqu'au dernier. J'ai noté, avec une clarté clinique, l'absence totale d'un mot. Le mot « pardon ». Personne n'a dit « je suis désolé de t'avoir exclu ». Personne n'a dit « j'ai eu tort ». Leur message n'était qu'un torrent de panique, de reproches, de colère face aux conséquences de leurs propres actions. Ils ne regrettaient pas leur méchanceté. Ils regrettaient de s'être fait prendre. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Aucune joie mauvaise. Juste une immense et profonde lassitude. Et une confirmation. La confirmation que j'avais pris la bonne décision. Ils ne me voyaient pas. Ils ne me comprendraient jamais. Ils ne voyaient que leur propre reflet, leur propre statut, leur propre image menacée. J'ai effacé tous les messages, tous les appels. J'ai regardé la mer une dernière fois. Puis, j'ai remis mon téléphone en mode avion. Le chaos pouvait bien continuer à s'agiter dans le vide. Moi, j'allais finir ma promenade. Je suis rentrée à Lille le dimanche soir, le jour qui a suivi la date de la fameuse fête. Mon appartement m'a accueilli avec son silence familier et réconfortant. J'ai ignoré mon téléphone, qui avait sans doute recommencé son bombardement de notifications. Je savais exactement qui appeler pour avoir le fin mot de l'histoire. Sophie ? C'est Amélie. Je suis rentrée. Mon Dieu, Amélie, sa voix a éclaté au téléphone, un mélange d'inquiétude et d'excitation contenue. Tu ne devineras jamais. Assieds-toi. Il faut que je te raconte le désastre du siècle. C'était épique. Je me suis installée dans mon fauteuil préféré, prête à écouter. Alors, figure-toi qu'ils ont réussi à trouver un « lieu » de repli, a commencé Sophie, et je pouvais presque la voir faire des guillemets avec ses doigts. Une salle des fêtes à Sarcelles. Tu vois le genre ? Moquette marron taché, des néons qui grésillent, et une odeur persistante de renfermé et de désinfectant bon marché. Le glamour à l'état pur. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire.
Le traiteur était un buffet froid commandé à la dernière minute. Il est arrivé avec 2 heures de retard parce qu'il s'était perdu. Et le meilleur, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir à verse, une vraie douche. Et bien sûr, le toit de la salle fuyait. Juste au-dessus de la table du buffet. On avait des gouttes d'eau qui tombaient directement dans la macédoine de légumes. C'était d'un tragique, presque poétique. Elle riait en racontant, et son rire était contagieux. Et les invités, ai-je demandé. Ah, les invités. Le clan de Valois est arrivé, tous sur leurs 31, tirés à 4 épingles. Tu aurais dû voir leur tête en découvrant le décor. Ils avaient l'air de visiter un pays du tiers-monde. La plupart sont partis au bout d'1 heure, après avoir poliment picoré un toast mou. Et Chloé a passé la moitié de la soirée à pleurer dans les toilettes. Maman a essayé de la consoler. Mais le clou du spectacle, le moment d'anthologie, c'est grâce à Madame de Valois, la future belle-mère. Une vraie reine de glace. Sophie a baissé la voix, comme pour me confier un secret d'État. À un moment, elle a vu Chloé revenir des toilettes, les yeux rouges, au bord de la crise de nerfs. Elle s'est approchée de ma tante, notre chère mère, et lui a glissé d'une voix si froide que j'ai cru que le buffet allait geler sur place. Madame, dans notre milieu, on maîtrise ses émotions comme on maîtrise ses finances. Il semble y avoir un déficit des 2 côtés ce soir. J'ai eu un hoquet de surprise. C'était d'une cruauté parfaite. Mais ce n'est pas fini, a continué Sophie, visiblement ravie. Le bouquet final, c'est tante Isabelle. Un peu éméchée, comme d'habitude. Au milieu d'un grand silence gêné, elle a lancé à voix haute, enfin, tout ça, c'est parce qu'Amélie a retiré son argent, n'est-ce pas? D'ailleurs, elle est où, Amélie? On ne l'a pas vue. Oh non. Aussi. Et là, tout le monde s'est tourné vers papa et maman. Ils sont devenus violets. Papa a bafouillé une histoire d'erreur administrative, mais c'était trop tard. La vérité a éclaté. Que tu avais payé pour le château et le traiteur, et que tu n'avais même pas été invité. Un silence. Et Antoine, ai-je demandé, la voix plus basse. C'est là que ça devient intéressant. Antoine n'était au courant de rien. Il est devenu tout pâle. On voyait bien qu'il était furieux, mais pas contre toi. Contre Chloé. Il l'a prise par le bras, ils ont eu une discussion très tendue dans un coin. On n'entendait pas ce qu'il disait, mais les regards tuaient. Et puis, il est parti. Seul. Il a traversé la salle sans dire au revoir à personne, il est monté dans sa voiture et il a démarré en trombe. Laissant Chloé plantée là, au milieu de la salle des fêtes miteuses, en larmes, avec son mascara qui coulait sur sa robe de créateur. C'était digne d'une tragédie grecque. Sophie a ajouté une dernière chose avant de raccrocher. Au fait, quand tante Isabelle a sorti son venin, je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai dit, tante Isabelle, le vrai problème n'est peut-être pas l'argent d'Amélie, mais le fait qu'on ait jugé bon de ne pas l'inviter. Elle ne m'a plus adressé la parole de la soirée. En raccrochant, je me sentais étrangement calme. Le chaos s'était déchaîné, et je n'avais même pas eu à être là. La vérité, parfois, fait son chemin toute seule. La semaine qui a suivi le fiasco a été marquée par une série de confrontations que j'avais anticipées, mais dont la violence et l'hypocrisie ont tout de même réussi à me surprendre. La première salve est venue sous une forme inattendue. En consultant les messages de ma page Instagram professionnelle, j'ai vu une demande provenant d'un certain Antoine de Valois. Mon cœur a raté un battement. Je m'attendais à des reproches, à une défense de sa fiancée. J'ai ouvert le message. Bonjour Amélie. C'est Antoine. Je ne sais pas si vous lirez ce message, mais je tenais à vous l'écrire. Je viens de comprendre toute l'histoire, les détails que Chloé avait omis. Ce qu'elle vous a dit, ce que votre famille vous a fait, est impardonnable. Je voulais juste que vous sachiez que mon propre grand-père était ébéniste dans le faubourg Saint-Antoine. Il travaillait de ses mains. J'ai un profond respect pour les artisans et les artistes. À votre place, j'aurais fait exactement la même chose. Je suis sincèrement désolée pour la façon dont vous avez été traité. J'ai lu le message plusieurs fois. Il ne cherchait pas d'excuses pour Chloé. Il validait ma peine et ma décision. J'ai fait une capture d'écran, non pas comme une arme,
mais comme une encre, une preuve que je n'étais pas folle. La deuxième confrontation a été beaucoup moins subtile. Mon père. Il a débarqué à Lille un mercredi après-midi, sans prévenir. Il a martelé à la porte de mon atelier comme s'il voulait la défoncer. Quand j'ai ouvert, son visage était rouge de fureur contenue. « Tu as réussi ton coup », a-t-il hurlé en entrant sans y être invité. « Tu as humilié toute la famille. Tu as détruit notre réputation. Les de Valois ne nous regarderont plus jamais. Sais-tu ce que tu as fait ? Tu as peut-être saboté l'avenir de ta sœur. » Il arpentait mon atelier, jetant des regards dégoûtés à mes outils, à mes pots de peinture, comme si tout cet univers était la cause de sa détresse. Je suis resté calme, appuyé contre mon établi. Mon avenir, à moi, ne vous a jamais beaucoup préoccupé, n'est-ce pas ? Sauf quand il s'agissait de signer un chèque. Ne change pas de sujet. C'est de la jalousie. Tu n'as jamais supporté la réussite de Chloé. Sa réussite ? Ou la vôtre ? La peur de perdre ce statut social pour lequel vous avez tant sacrifié, y compris le respect de votre propre fille ? Il s'est arrêté, décontenancé par mon calme. Tu as changé, Amélie. Tu es devenue dure, amère. Non, papa. Je suis devenue lucide. Maintenant, si tu as fini de crier, j'ai du travail. Il est parti en claquant la porte, me laissant avec une certitude, sa colère n'était pas celle d'un père blessé pour sa fille, mais celle d'un homme d'affaires qui voit un investissement social partir en fumée. La troisième confrontation, quelques jours plus tard, fut la plus insidieuse. Ma mère. Elle est arrivée avec un gâteau acheté à la meilleure pâtisserie de Lille. Elle a souri, a essayé de me prendre dans ses bras. Son approche était tout en douceur, en manipulation. Ma chérie, nous devons parler. Ton père est excessif. Mais au fond, il est inquiet. Nous sommes tous inquiets. Elle s'est assise sur le petit canapé de l'atelier, lissant sa jupe. Amélie, ne penses-tu pas qu'il est temps de penser à l'avenir ? Ce travail que tu fais, c'est charmant, c'est une passion, mais ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas respectable. Regarde ce qui s'est passé. Si tu avais un travail différent, rien de tout cela ne serait arrivé. Je l'ai écouté sans l'interrompre. C'était fascinant. Dans son esprit, la victime, c'était moi la coupable. Mon travail était la cause de leur mépris. Je l'ai laissé parler, puis j'ai demandé, d'une voix neutre, « Maman, juste par curiosité, pour toi, c'est quoi un revenu annuel respectable ?» Elle a été prise au dépourvu. « Eh bien, je ne sais pas, assez pour bien vivre, pour ne pas faire honte. »« Fais-moi plaisir, » ai-je dit en me levant. J'ai pris mon classeur comptable sur mon bureau. Je ne le lui ai pas jeté à la figure. Je l'ai ouvert à la page du bilan de l'année précédente et je l'ai posé délicatement sur la table basse devant elle. Jette un œil à mon travail, pas respectable. Ses yeux ont parcouru les lignes. J'ai vu son expression changer. L'apitoiement a disparu, remplacé par une incrédulité stupéfaite, puis par quelque chose d'autre, un calcul rapide, opportuniste. Son visage s'est illuminé d'un sourire forcé. Mais c'est merveilleux, ma chérie. C'est incroyable. Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit ? Elle n'a même pas attendu ma réponse. Tu sais, avec ça, tu pourrais vraiment aider ta sœur. Elle est si malheureuse. Elle et Antoine cherchent un appartement, et avec tes moyens, tu pourrais. Je l'ai coupé, ma voix glaciale. Dehors. Pardon ? J'ai dit, dehors. La discussion est terminée. Je me suis levée et j'ai tenu la porte ouverte. Elle m'a regardée, choquée, son gâteau oublié sur la table. Elle était venue pour me faire honte, et quand ça n'avait pas marché, elle avait essayé de monnayer mon succès secret. Tu ne comprends pas, Amélie. Aussi, maman. J'ai enfin compris. Dehors. Elle est partie, outrée. En fermant la porte derrière elle, j'ai senti un poids immense se détacher de mes épaules. J'avais enfin sorti les poubelles. Après le départ de ma mère, un calme étrange s'est installé. Le téléphone a cessé de sonner. C'était le silence de la défaite de leur côté, et celui de la libération du mien. J'ai plongé dans mon travail avec une énergie renouvelée,
une clarté d'esprit que je n'avais pas connue depuis des années. La reconstruction n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle. Les nouvelles du front parisien continuaient de m'arriver par l'intermédiaire de Sophie, ma fidèle chroniqueuse. Et les conséquences pour Chloé étaient bien plus profondes qu'une simple fête de fiançailles ratée. « Tu ne vas pas le croire », m'a-t-elle dit lors d'un appel, une semaine après la visite de ma mère. Chloé a perdu un de ses plus gros clients. Une marque de joaillerie très prestigieuse. Comment ça ? Apparemment, la femme du PDG était à la fameuse soirée à Sarcelles. Elle a tout vu, tout entendu. Y compris la remarque de Madame de Valois. Elle a dit à son mari qu'elle ne voulait pas que l'image de leur marque soit associée à quelqu'un d'aussi peu fiable et qui manque de maîtrise. Ce sont ses mots. Le contrat a été rompu le lendemain. Le patron de Chloé est furieux. La carrière de ma sœur, ce pilier sur lequel elle avait bâti toute son identité et sa supériorité, commençait à se fissurer. L'ironie était cruelle, en voulant à tout prix protéger son image, elle l'avait détruite. De mon côté, une opportunité inattendue s'est présentée. Une opportunité qui, je l'ai appris plus tard, n'était pas due au hasard. Madame Dubois m'a appelée. Amélie, ma chère, j'ai un projet pour vous. Je viens d'acquérir une vieille ferme dans le Perche. Je veux la rénover entièrement, mais en gardant son âme. Je ne veux pas d'un décorateur parisien qui me mettra des meubles standardisés. Je veux votre œil, votre talent. Je vous donne carte blanche et un budget très confortable pour chiner et restaurer l'intégralité du mobilier et de la décoration. J'étais abasourdie. C'était le projet d'une vie. Plus tard, Sophie m'a avoué que sa propre tante, la sœur de ma mère, était une amie de longue date de Madame Dubois. L'histoire de mon cran et de ma mise au ban familiale avait circulé. Loin de me nuire, elle avait impressionné Madame Dubois, qui appréciait les gens de caractère. Cet acompte généreux m'a permis de réaliser un rêve. J'ai quitté mon petit atelier en fond de cour pour louer une véritable boutique-atelier dans la plus jolie rue du Vieux-Lille. Une vitrine, un espace d'exposition, un atelier plus grand à l'arrière. J'ai même embauché un jeune apprenti ébéniste pour m'aider. Mon entreprise a changé de dimension. Un blog de design local a écrit un article sur moi, l'antiquaire qui redonne vie au trésor du Nord. Je prospérais, non pas en dépit de ma famille, mais parce que je m'étais enfin libérée de leur jugement. J'ai posté une photo de ma nouvelle vitrine sur mon compte Instagram professionnel, avec une simple légende, « Certains trésors sont juste entre de mauvaises mains ». Heureuse d'avoir trouvé les miennes. La dernière tentative de ma famille pour reprendre le contrôle a été un appel de mon père. Son ton était plus furieux, mais faussement conciliant. Amélie, ta mère et moi pensons qu'il est temps de mettre les choses à plat. Nous organisons une réunion de famille dimanche prochain, chez nous. Tante Isabelle sera là, ta cousine Sophie aussi. C'est important que tu viennes, pour qu'on puisse tous s'expliquer, pardonner. J'ai immédiatement compris le piège. Une réunion de famille, qui était en réalité un tribunal. Un guet-apens pour me faire pression, me forcer à m'excuser publiquement afin qu'il puisse tenter de recoller les morceaux avec les de Valois. Ma réponse a été calme et définitive. Non, papa. Comment ça, non? C'est ta famille. Non. Il n'y aura aucune réunion à Paris. La seule personne à qui j'ai peut-être quelque chose à dire, un jour, c'est Chloé. Et si cette conversation doit avoir lieu, ce sera selon mes termes. Ici, à Lille. C'est à prendre ou à laisser. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. C'était ma déclaration d'indépendance finale. Le pouvoir avait changé de camp. 3 mois ont passé. 3 mois de travail acharné, de joie créative et de paix retrouvée. Ma boutique était devenue un lieu de rencontre pour les amateurs de belles choses à Lille. J'avais trouvé ma place, une place que j'avais construite de mes propres mains. Le silence de ma famille était devenu la norme, un bruit de fond auquel je ne prêtais plus attention. Et puis, un après-midi pluvieux de novembre, la cloche de la porte d'entrée a tinté. J'ai levé les yeux de la chaise que je canais. C'était Chloé. Je l'ai à peine reconnue. Elle portait un simple jean et un trench-coat froissé. Pas de sac de créateur, pas de maquillage impeccable. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné.
Elle avait l'air fatiguée, diminuée. Plus petite, comme si elle avait perdu en stature. Elle est restée sur le seuil, regardant ma boutique avec des yeux écarquillés. C'est magnifique, Amélie, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Merci, ai-je répondu, sans l'inviter à entrer. Je suis restée derrière mon comptoir, attendant. Elle a fait quelques pas à l'intérieur, les mains dans les poches de son manteau, comme une étrangère. Je voulais m'excuser. Les mots semblaient lui écorcher la gorge. Pour tout. Pour ce que j'ai dit. Pour la façon dont je t'ai traité. C'était monstrueux. Je l'ai regardé, essayant de déceler la sincérité derrière les mots. J'ai posé la seule question qui comptait. Tu es désolée pour ce que tu as fait, Chloé? Ou tu es désolée pour ce que tu as perdu? Elle a baissé les yeux. Le silence a rempli la boutique, seulement troublé par le bruit de la pluie sur la vitrine. Pour la première fois depuis des années, elle n'a pas essayé de mentir, de se justifier. Elle a relevé la tête, et j'ai vu une lueur de véritable détresse dans ses yeux. Au début, a-t-elle avoué d'une voix brisée, c'était pour ce que j'avais perdu. Maintenant, je ne sais plus. Je suis juste, perdue. Elle m'a tout raconté. La rupture définitive avec Antoine. Il lui avait dit qu'il ne pouvait pas construire un avenir avec quelqu'un qui manquait à ce point de caractère et de loyauté. La perte de son emploi, après d'autres erreurs dues à son état de stress permanent. La façon dont ses amis l'avaient abandonné, ne voulant pas être associés à son échec. Elle avait tout perdu. Son fiancé, son statut, son travail, son cercle social. Tout ce qui la définissait. J'ai commencé à voir quelqu'un, a-t-elle ajouté. Un thérapeute. J'essaie de comprendre pourquoi le regard des autres était plus important que ma propre sœur. En l'écoutant, je n'ai ressenti aucune jubilation, aucune once de vengeance satisfaite. Juste une profonde et accablante tristesse. La tristesse de voir ma sœur, qui avait passé sa vie à construire une façade dorée, se retrouver nue et démunie une fois les murs abattus. Je n'ai pas fait de grands gestes. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Le chemin était encore trop long pour ça. Les blessures étaient trop profondes. Mais je me suis approchée. C'est bien, Chloé, ai-je dit doucement. C'est un début. Elle a hoché la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle n'est pas restée longtemps. En partant, elle s'est retournée sur le seuil. Tu as construit quelque chose de vrai, ici. J'ai essayé, ai-je répondu. Elle est partie sous la pluie, une silhouette frêle disparaissant dans le gris de la ville. Je suis retournée à mon travail, le bruit familier de mes outils remplissant le silence. La fin de l'histoire n'était pas une réconciliation spectaculaire. Ce n'était pas un pardon facile. C'était quelque chose de plus complexe, de plus réel. Une porte laissée entr'ouverte. La possibilité, lointaine, qu'un jour, nous puissions reconstruire quelque chose sur les ruines. En regardant ma boutique, remplie de trésors qui avaient survécu au temps, j'ai compris que ma vraie victoire n'était pas d'avoir eu raison contre ma famille. Ma vraie victoire, c'était d'avoir trouvé ma propre valeur. Un trésor que personne ne pourrait plus jamais me retirer.